Bienvenue à bord. 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 Maître à bord. Avec France Gauthier. Bonjour tout le monde, bienvenue à Maître à bord, bienvenue à cette émission. Aujourd'hui, on parle de guérison et on parle de guérison profonde. En fait, il y a une expression qu'on utilise qui n'est pas tout à fait juste selon moi, qui est celle de la guérison de l'âme, alors que l'âme, elle, est intacte, elle est parfaite, elle est connectée à ce qu'on appelle Dieu ou à la conscience universelle, l'amour universel. Donc, quand on se guérit, c'est pas l'âme qu'on guérit. On guérit le personnage, on guérit les mémoires, on guérit les inscriptions, on guérit l'être qui est incarné finalement, mais on n'a pas à guérir l'âme. Par contre, la connexion à l'âme peut vraiment nous permettre une grande guérison. Et c'est de ça dont il s'agit dans le dernier livre de Stéphane Alix, qui est le journaliste français que je vous présente à l'instant. Parce que Stéphane Alix, j'ai toujours dit, puis je ne sais pas s'il est d'accord avec ça, mais il peut s'obstiner avec moi s'il veut. Stéphane Alix, Nos âmes oubliées, ton dernier opus, je veux juste te présenter comme étant mon petit frère des étoiles, mon homologue français, puisqu'on est deux anciens journalistes d'enquête qui avons eu une bulle au cerveau et on s'est mis à écrire sur la vie après la mort tous les deux à peu près en même temps. Ce qui fait que je trouve ça fantastique que tu sois avec nous puis que tu fasses ce parcours-là. Je me suis sentie tellement bien de savoir qu'il y avait quelqu'un d'autre de l'autre côté de l'océan qui faisait la même chose. Merci beaucoup pour tes enquêtes. Alors, Stéphane Alix, c'est lui qui a écrit, entre autres, le dernier qu'on vient de voir, on va le voir 2 secondes, Nos âmes oubliées, mais aussi avant ça, le test qui s'est vendu à plusieurs centaines de milliers de copies un peu partout dans la francophonie. Tu as écrit aussi, tiens, je vais en montrer un autre tout de suite, celui lorsque j'étais quelqu'un d'autre. Alors, bref, il y a eu beaucoup de livres, ce n'est pas les seuls. Stéphane, bienvenue à Maître à bord. Merci beaucoup de ton accueil. Je suis ravi d'être un peu au Québec. Vous me manquez, les Québécois. Là. J'ai pris l'habitude de venir passer un peu de temps chez vous pour les salons, notamment à Montréal la dernière fois. Oui. Et là, ça me manque. Ça me manque. J'aimerais bien voler un peu vers vous, là, savourer le bonheur, le sourire québécois, plutôt que tu nous manques aussi les et gens qui vice-versa. passent leur temps à râler ici. Mais écoute, tu nous manques aussi et c'est la même chose pour moi. J'ai bien hâte de pouvoir aller voir mes cousins français, mais là, pour l'instant, on reste bien sage, tranquillement, chacun chez soi. Mais grâce à la technologie, merci d'être là. On va parler de Nos âmes oubliées aujourd'hui parce que, oui, tu as fait beaucoup de recherches sur l'âme, tu as fait beaucoup de recherches sur la survie de la conscience. Et dans ce livre-là, tu parles d'une grande guérison qui est la tienne. On trouve et on découvre un Stéphane Alix à la fois fort, mais aussi vulnérable, qui va dans toute sa vulnérabilité, qui se révèle à nous, qui nous parle finalement de ses inscriptions, de ses mémoires et de cette grande blessure que tu découvres grâce à un parcours à te connecter à ton âme, à te connecter à cette essence. Fait que d'abord, j'aimerais ça que tu nous expliques le titre, puis on va aller vers la guérison par la suite. Nos âmes oubliées. Pourquoi nos âmes oubliées? Écoute, tout le travail que je fais depuis des années sur la question de la conscience, d'essayer de comprendre son origine, d'où elle vient, sa relation avec le cerveau, m'a amené aujourd'hui à être rationnellement convaincu que l'âme existe, sous quelle forme, de quelle manière, ça, je travaille encore dessus, mais nous avons une dimension spirituelle qui nous constitue, nous ne sommes pas réductibles à notre corps, nous vivons avant notre naissance, nous vivons après notre mort. Ce corps de chair dans lequel nous sommes et nous interagissons aujourd'hui n'est qu'un aspect extrêmement réduit de la personne que nous sommes. Et pourtant, on passe notre existence terrestre, entre notre naissance et notre mort, à ne penser que nous sommes uniquement ce que nous voyons dans la glace le matin quand on se réveille, à ne tenir compte uniquement de ce que pense notre cerveau, de ce que produit notre cerveau, à avoir des peurs, des mémoires blessées, etc., etc. Mais tout ça n'est attaché en fait en définitive qu'à une forme d'enveloppe temporaire qui va mourir au bout d'un moment. Et on passe notre vie à oublier qui nous sommes, à avoir perdu le contact avec cette part d'étincelle, cette part de lumière qui existe au-delà du temps et au-delà de l'espace et qui pourtant est cachée là, quoi. Donc on oublie nos âmes, on passe nos vies à oublier nos âmes. Et parfois, parfois des accidents, des maladies, plein de circonstances différentes ébranlent un peu la forteresse que l'on passe son temps à essayer de construire et nous permettent de revoir briller un peu la lumière. C'est souvent douloureux dans notre monde qui n'est pas habitué à cultiver ce chemin spirituel parce que c'est des accidents comme une expérience de mort imminente, par exemple, qui tout d'un coup reconnecte la personne qui a vécu ça
à, à une lumière, à cette dimension d'amour. Alors paradoxalement, c'est difficile parce que de se reconnecter à ça, on vit dans un monde qui nous dit que ça n'existe pas, tout ça c'est du paranormal ou je ne sais quoi. Donc quand on revient, on ne sait pas où le ranger, on ne sait pas comment vivre, on ne sait pas comment en parler à son conjoint, sa conjointe, à ses enfants, à ses parents. C'est déstabilisant. Voilà, et moi, je trouve que c'est un vrai gâchis de continuer à collectivement entretenir ce mythe irrationnel que nous ne sommes que matière et que la mort est la fin de tout. C'est un tel gâchis de belles énergies. Écoute, merci aussi dans ce livre-là, on va en parler tout de suite là, parce que merci de cette précision, mais merci aussi dans ce livre-là de te livrer comme ça, parce que finalement, on passe du journaliste d'enquête qui a été dans une forme de quête de vérité, à essayer de comprendre la vie après la mort à la suite du décès de ton frère en Afghanistan il y a bientôt, ça fait presque quoi, 30 ans déjà? 20 ans, 20 ans. 20 ans, pardon, 20 ans. Mmh. Et par la suite, ça t'a amené dans une grande quête de vérité, à comprendre la vie après la mort. Bon, en écrivant le test, tu es allé voir un paquet de médiums pour justement essayer de prouver un certain nombre de faits sur la vie après la mort, la survie de la conscience à partir de la mort de ton père. Et là, dans celui-ci, les âmes oubliées, nos âmes oubliées, eh bien, tu te racontes, tu te livres à partir de l'ouverture de conscience que ça a créé, toute cette recherche-là, t'a poussé à rentrer dans dans un grand parcours de guérison. Et dès le Mmh. départ, on comprend, avant de rentrer dans le cœur du sujet, on comprend que tu as occulté une blessure d'enfance, une grosse blessure d'enfance, et que là, c'est comme si elle était prête à revenir à la surface pour enfin être adressée. Je sais que c'est un anglicisme, mais on comprend, pour enfin être rencontrée, aimée, dissoute et guérie finalement. Mais Mmh. avant même d'aller là, tu nous fais tout un parcours pour comprendre où est-ce qu'on en sont rendus les neurosciences, puis justement pour comprendre que tout ça, c'est pas de la foutaise. Alors, j'aimerais ça que tu nous remettes ça en contexte parce qu'on est en train de sortir d'un paradigme de matérialisme, hein, la science matérialiste, pour entrer dans quelque chose de nouveau. Alors, dis-moi un petit peu où sont rendues les recherches, puis ce que tu as fait comme démarche pour arriver à laisser remonter cette blessure-là. Bah, aujourd'hui, c'est vrai que les recherches qui sont faites sur la conscience, à travers plein d'angles différents, tu as d'un certain côté des neuroscientifiques qui s'interrogent sur la nature de la conscience, même des neuroscientifiques extrêmement matérialistes d'origine s'interrogent parce qu'on ne peut pas expliquer comment un phénomène aussi matériel et subtil que la conscience, le sentiment d'être nous, euh, puisse émerger d'un kilo et demi de matière cérébrale. C'est comment quelque chose d'immatériel émerge de quelque chose de matériel. Ça plonge dans les questions qu'on se pose depuis des siècles sur le dualisme. Comment une âme immatérielle peut interagir avec un corps matériel? Où se fait la jonction? À quel endroit? Donc il y a plein de recherches qui sont faites indirectement. Il y a voilà, dans les neurosciences de façon plus théorique, dans les neurosciences expérimentales qui vont regarder ce qui se passe dans le cerveau quand on fait telle ou telle expérience. Il y a un chercheur en Belgique qui s'appelle Steven Lorez, qui vient de s'installer, je crois, depuis quelques semaines à Montréal. Il va travailler pendant plus d'un an chez toi. C'est un chercheur de pointe qui travaille sur la transe, sur le coma, sur les expériences de mort imminente. Voilà, lui, il est neuroscientifique, donc il essaie de trouver dans le cerveau des réponses à ces questions. Mais il fait un travail sur ces thématiques frontières. Et puis, il y a aussi des recherches qui ont été faites, notamment sur les psychédéliques, qui m'ont intéressé parce que les psychédéliques ont été utilisés en psychothérapie dans les années 50-60 avec des résultats assez extraordinaires. Et puis, il y a eu, au début des années 60, une interdiction de leur consommation. Oui, je vais faire juste une petite parenthèse là, pour que les gens comprennent. Les psychédéliques, on parle ici de LSD, entre autres. Donc, tout ce qui contient du DMT, c'est des médicaments qui étaient utilisés pour des études à l'époque, puis c'est devenu une drogue qui s'est retrouvée dans la rue et c'est pour ça que ça a été interdit. Voilà, bah, j'explique un petit peu dans le livre justement à la fois la qualité des recherches sur enfin, l'utilisation en psychothérapie de façon large. Donc, il y a le LSD, il y a la MDMA, il y a la psilocybine qui est extrait des champignons hallucinogènes, le DMT qui est extrait de certains cactus et de l'ayahuasca. Voilà, toutes ces substances-là euh, élargissent la conscience, mettent d'une certaine manière l'inconscient à ciel ouvert. Donc, c'est très déstabilisant, extrêmement déstabilisant, mais ça a aussi un avantage en psychothérapie de pouvoir accéder immédiatement à des choses refoulées au plus profond de soi
que des années, voire des décennies de psychanalyse ne parviendront pas à Ouais. mettre aussi rapidement en lumière. Mhm. Donc, c'est prometteur, mais comme tu l'as dit, effectivement, pour différentes raisons politiques et sociales, ces différentes substances ont été interdites à partir du début des années 60. Et malheureusement, ça a mis fin aussi à un ensemble de recherches extrêmement prometteuses, mais qui recommencent depuis quelques années, qui recommencent au Canada, au Québec, aux États-Unis, en France, en Europe. Et ces recherches vont conduire sans doute à la légalisation de l'usage thérapeutique de ces substances dans des mois ou les années à venir, assez rapidement, parce que les résultats sont vraiment extrêmement encourageants. Et toi, Et puis, question, pourquoi tu t'es tourné vers ça? Parce que quand on lit, on comprend que tu as eu des dizaines d'expériences avec des chamans, avec l'ayahuasca, avec un paquet de substances comme celle-là. Pourquoi tu t'es tourné vers ça au départ? Est-ce que c'était juste une quête personnelle de comprendre ou tu sentais qu'il y avait quelque chose qui devait émerger? non, au début, quand j'ai entendu pour la première fois parler du chamanisme et du chamanisme amazonien qui utilise l'ayahuasca, qui est une substance chargée en DMT et assez puissante, mon objectif était assez basique. On m'avait dit les chamans voyagent dans le monde des esprits, dans le monde des morts, et avec l'ayahuasca, on peut aller dans ce monde des morts. Et moi, donc, très bêtement, je dis, ah bah cool, moi je veux avoir des réponses sur la vie après la mort, je veux rencontrer mon frère qui est mort, bah, je vais aller en Amazonie, boire de l'ayahuasca pour voir mon frère. Et Ça s'est pas est-ce que tu as trouvé Thomas dans ces expériences-là? Je le raconte dans mes précédents livres et notamment dans La mort n'est pas une terre étrangère. C'est une longue histoire. C'est l'ayahuasca, c'est pas une boisson magique, c'est pas une pilule magique. On n'est pas dans Harry Potter ici, on est dans la vraie vie. Et la vraie vie, elle est peut-être encore plus fantastique qu'Harry Potter, mais elle n'est pas telle qu'on l'imagine au cinéma. Donc oui, l'ayahuasca est une porte d'entrée vers le monde des esprits, le monde des morts, Mhm. mais ça veut dire qu'il faut qu'on meure soi-même. Ça veut dire qu'une partie de nous meurt, une partie de notre personnalité, pour revenir dans ce monde de l'âme et être une âme. Et ça, bah, ça fait terriblement peur. Et moi, pendant des années, des années, des années, à chacun de mes voyages en Amazonie, j'avais parfois des expériences troublantes. Parfois, il m'a semblé voir mon frère. Et une fois, ça a été même très troublant parce que pendant cette nuit-là où j'ai vu mon frère à mes pieds dans la hutte, j'en ai parlé à ma femme, Natacha Calestrémé, le lendemain, qui était avec moi dans la hutte. Et elle m'a dit, mais je l'ai vu aussi. Et on s'est aperçu qu'on avait vu mon frère habillé de la même manière, dans la même position, la même nuit. Donc ça m'avait beaucoup, beaucoup troublé. Mais au-delà de cette expérience qui était troublante et vraiment nette, c'est des expériences de peur hallucinantes parce que tout d'un coup, bah, je me sens mourir. Et en fait, j'ai compris ça à travers les recherches d'un jeune chercheur anglais qui, depuis quelques années, utilise le LSD ou le psilocybine, ces substances-là, pour faire des recherches sur leur impact sur leur cerveau. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau, en fait? Est-ce que ces substances nous font avoir des fabuleuses hallucinations, en définitive, parce qu'elles activent tout un réseau neuronal, ou est-ce qu'il se passe autre chose? Donc, ce chercheur, qui s'appelle Robin Carr Harris, qui travaille au centre de recherche de College Park à Londres, a eu l'idée d'injecter de la psilocybine à certains volontaires dans un cadre de recherche extrêmement officiel. Hein. Il injecte de la psilocybine à ses patients, il les met dans l'IRM pour voir en fait tout ce qui s'allume, parce que l'injection de psilocybine dans ces conditions-là provoque une expérience d'extase mystique d'une puissance extrêmement importante, qui correspond d'ailleurs aux extases mystiques spontanées qui sont décrites dans la littérature. Et il s'est dit, bah, ça doit être un feu d'artifice dans le cerveau, une telle expérience. Donc, il injecte la psilocybine, il observe l'activité du cerveau, et à sa grande surprise, à sa grande stupeur, c'est C'est tout exactement l'inverse qu'il observe. C'est-à-dire tout un réseau global qui fonctionne de façon coordonnée un. s'éteint. Ça s'appelle le Default Mode Network, c'est le réseau mode par défaut, qui est le réseau en fait qui, si je dois résumer vraiment à l'extrême, soutient notre ego, notre sentiment de personnalité, notre sentiment d'être. Si on peut parler d'un réseau qui fabrique notre moi, c'est celui-là, le Default Mode Network. Et celui-là s'éteint. Donc, Robin Carr se dit, mais c'est pas possible, j'ai dû faire une mauvaise manip, il s'est passé un mauvais truc, donc il refait l'expérience. Et à nouveau, au pic de l'expérience, c'est-à-dire au moment où le patient décrit une expérience d'extase, où son moi se dissout, où il a l'impression d'être dans un espace transcendant, au-delà du temps et de l'espace, eh ben, le Default Mode Network baisse sensiblement d'activité. Il Ouais. refait l'expérience, il refait faire l'expérience dans d'autres laboratoires à l'étranger avec d'autres substances, le LSD, le DMT, et à chaque fois on observe la même chose.
une décroissance significative de l'activité cérébrale dans ces parties du cerveau. Et là, Et j'aimerais ça, ajouter quand même que c'est la même expérience que les grands mystiques, les grands méditants peuvent atteindre autrement finalement. Parce que le danger, en parlant de ça comme ça, c'est qu'on le voit comme une pilule magique et dire, je veux faire ça, je n'aurai pas besoin de m'entraîner à la méditation, je n'aurai pas besoin, mais ça demeure une béquille, on s'entend, et ça fait pas ouvrir le monde justement de la conscience de façon permanente par la suite. bien Alors que la sûr, méditation et une pratique spirituelle va plus être permanente que n'importe quelle drogue, là. bien sûr, mais un des personnages pour qui j'ai beaucoup d'admiration, que je cite d'ailleurs à plusieurs reprises dans le livre, qui s'appelle Ramdas, Oui. était appelé avant Richard Alpert. C'était un professeur de psychologie à Harvard qui a fait partie de toutes ces générations dans les années 50 et 60 à prendre beaucoup de LSD, à vivre beaucoup d'expériences folles. Et Ramdas s'est tourné, après avoir été viré de Harvard, il s'est tourné vers l'hindouisme, il est devenu, enfin, il s'est engagé dans la pratique du yoga. Et son gourou, Neem Karoli Baba, lui avait dit, dans les années 60, lui dit, c'est intéressant votre petite pilule là, ça vous fait aller rencontrer Dieu, Jésus et Bouddha, mais seulement quelques minutes, et vous revenez, et vous ne savez pas comment y aller tout seul. Et Ramdas, qui a été un ardent défenseur de l'utilisation du LSD pour découvrir ces dimensions spirituelles, a dit, mais en fait, c'est cool le LSD, ça permet de vivre des expériences spirituelles extrêmement fortes, mais il faut apprendre à y aller tout seul, en fait. Et Absolument. ça n'est que, comme tu le dis, par un cheminement spirituel et un engagement dans une pratique spirituelle à long terme. Ouais, puis c'est Donc, important pour moi de le préciser parce que c'est un danger, là. La mode de l'ayahuasca, présentement, c'est un danger parce que ça demeure une béquille, surtout pour des Américains, des Nord-Américains, des Occidentaux, pour lesquels ça ne fait pas partie de leur culture. Maintenant, j'aimerais ça qu'on parle de nos âmes oubliées parce que justement, ça, cette mise en contexte-là au début, où est-ce que tu expliques d'un point de vue neurosciences tout ce que ça fait, mais ça fait aussi en sorte que ça nous amène à comprendre qu'à travers différentes substances et aussi psychothérapie très parallèles, tu as touché à une mémoire que tu avais complètement occultée, quelque chose qui s'est passé dans ton enfance et qui remonte et qui te bouleverse complètement. bah, effectivement, j'ai voulu tenter moi-même l'expérience des psychédéliques pour non pas guérir de quoi que ce soit au moment où j'ai fait le premier essai, mais pour essayer d'aller voir vraiment ce qui se passe de l'autre côté. J'ai encore une fois une vision extrêmement naïve, mais j'explique dans le livre tout ce cadre thérapeutique et les mises en garde que tu fais et que tu as vraiment raison de faire parce que c'est vraiment pas une pilule magique et c'est vraiment pas facile et anodin de prendre ces substances-là. Il faut que ça soit fait encadré dans un cadre soit thérapeutique, soit chamanique, et en aucun cas faire ça tout seul. De toute façon, c'est interdit, il y a peut-être des bonnes raisons à ça. Donc moi, je fais cette expérience-là en trouvant une thérapeute clandestine. Je vais la voir pas pour guérir, pas pour faire une thérapie, je vais la voir pour qu'elle me donne une bonne dose de champignons, que j'éteigne mon cerveau et que j'aille voir de l'autre côté. Sauf que, en parlant avec elle, elle est intelligente, elle est subtile, elle est fine, elle sent bien que j'ai des blessures, comme on en a tous sans doute, et du coup, elle m'invite à entrer dans une réflexion autour voilà, ce que je pourrais, qu'est-ce qui aurait pu me blesser en fait. Donc, en faisant le travail avec elle, en prenant une première prise et une première session psychédélique, je me laisse aller, je me laisse glisser dans ce qu'elle me suggère, de laisser sortir mes émotions, d'arrêter mon mental qui veut toujours analyser, explorer, etc. Et en entrant dans ces émotions, je raconte ça en détail dans le livre et toutes mes expériences, mais en gros, ce qui est remonté, c'est tout d'un coup une image flash où je vois que j'ai été abusé sexuellement par une personne de ma famille quand j'étais un tout petit garçon. Et cette vision, en fait, elle est totalement incompréhensible, totalement stupéfiante. Elle a à la fois l'intensité d'une expérience, mais qui n'arrive pas seulement de façon visuelle. C'est pas juste une vision que j'ai de cet homme et de ce qui se passe. C'est un ensemble de connaissances, comme une évidence qui tout d'un coup s'ouvrirait, tout d'un coup une fleur qui s'ouvre. J'ai 52 ans au moment où ça arrive, et tout d'un coup, ah, ok, je comprends tout là. Je comprends tout, je comprends ma mélancolie, je comprends pourquoi j'ai oublié toute mon enfance, je comprends pourquoi parfois j'ai du mal dans certains types de relations, pourquoi j'ai cette colère en moi, pourquoi j'ai, etc., ce déséquilibre, cette impression d'avoir été dévasté sans comprendre d'où ça venait. Tout d'un coup, c'est comme si tout s'éclairait. Mais en même temps, je me dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible d'avoir oublié tout. C'est pas possible de vivre un tel événement, et visiblement dans ma vision, ça s'est produit à plusieurs reprises, c'est pas possible d'avoir vécu de telles choses
et d'avoir absolument tout gommé. Donc, dans Et les pourtant, premiers jours, c'est ce que fait l'inconscient lorsqu'il veut nous protéger. Il va aller simplement occulter quelque chose et c'est le mode de protection de tous les gens qui ont été abusés dans leur jeunesse, là. bah, Ils vont oui, avoir mais oublié pour juste survivre. je n'y crois pas au début. C'est-à-dire que pour moi, je suis pas familier de cette thématique liée à l'inceste ou aux abus sexuels. C'est pas possible. C'est pas possible. Je doute de l'expérience. Et à la fois, je ne peux pas douter parce que je sens bien qu'une émotion colossale vient de sortir et quelque chose de colossalement important vient d'apparaître à mes yeux. Donc, dans les jours qui suivent et les semaines qui suivent, je vais travailler avec cette thérapeute, avec ma femme aussi, qui, avec différentes techniques qu'elle a mis au point, permet d'accompagner cette émotion et de la faire sortir. Et je ne vais avoir de cesse que d'essayer d'avoir une preuve. Mais je ne peux pas croire à ça sans avoir une preuve. Je ne peux pas accuser cet homme, je ne peux pas en parler à ma mère, je ne peux pas en parler dans ma famille sans être à peu près certain que je ne suis pas en train d'avoir eu une hallucination ou un délire psychanalytique ou je ne sais quoi. Et en fait, comme tu le dis, je vais en m'intéressant au sujet, en lisant des livres de psychiatres sur la question, je vais découvrir atterré que plus de 50% des victimes d'inceste et d'abus sexuels ont tout oublié et Mmh. que ça s'appelle l'amnésie traumatique et que c'est un phénomène tout à fait répandu. Et Oui. donc, c'est terrifiant, c'est bouleversant, Mmh. euh, mais c'est pas anormal. C'est pas anormal. Et je suis en train de découvrir, semaine après semaine, en faisant cette enquête, que ce phénomène des abus sexuels chez les enfants et notamment de l'inceste, donc des abus sexuels dans un cercle familial, sont extrêmement répandus, qu'un Ah, nombre c'est incalculable de terrible. gens sont victimes de ça, Moi qui et que accompagne plus de la moitié ne le savent pas, plus de ouais. la moitié ne le savent pas, et portent en elles le même poison que j'ai porté toute ma vie. Un Ouais, moi, poison je trouve ça invisible. effarant, Stéphane. J'accompagne des gens depuis, plusieurs années, depuis à peu près 15 ans maintenant et le nombre de femmes aussi qui ont été, parce que c'est encore plus répandu chez les femmes, qui ont été abusées puis qui ont occulté et que ça remonte à l'âge adulte et là, on est dans une ère, je dirais, exceptionnelle et formidable pour ça. C'est qu'enfin, on peut s'en libérer, on peut en parler. On a des outils pour le faire alors que nos parents, nos grands-parents ne l'avaient pas. C'était l'omerta. Maintenant, on peut le faire et merci de le faire parce que c'est tellement courageux comme démarche. Quand on te lit, là, on est ému tout le long du courage, puis en même temps, c'était souffrant faire ça, là, c'était souffrant aller là-dedans. Qu'est-ce qui t'a motivé à aller jusqu'au bout? Bah, ça, c'est moi, hein. Tu sais, à partir du moment où on soulève la couverture, je ne peux pas refermer ça. Mmh. Euh, le, je comprends que ça puisse être difficile et insurmontable, mais je pense qu'à partir du moment où mon inconscient me donne à voir ça, ça va être dur, mais c'est aussi une invitation à guérir. Ok, je comprends à 52 ans pourquoi il y a quelque chose qui débloque en moi depuis toujours. Pourquoi j'ai oublié des pans de ma vie, pourquoi parfois je suis envahi de mélancolie, pourquoi j'ai l'impression à certains moments de porter un manteau de, de, de cauchemar, de colère. J'ai enfin compris ça. Donc, je n'ai pas envie de refermer la boîte en disant bon, je ne veux pas le savoir et puis de repartir Mmh. dans l'inconscient. Je veux creuser. Euh, et Et qu'est-ce je veux tirer au clair tout ça. Et c'est une boîte de Pandore qui s'ouvre forcément, aujourd'hui, après avoir vécu tout ça, après avoir cherché, heu, où est-ce que tu penses que tu en es? Est-ce que la guérison est complétée ou elle s'amorce? Où est-ce que tu te trouves par rapport à tout ça? Je pense qu'il y a une étape très importante qui a été franchie, que je raconte dans le livre. Je raconte en fait tout ce cheminement de la découverte de ce traumatisme, du doute terrible qui m'assaille, et de comment, avec différentes méthodes, je réussis à dissiper le doute et à m'apercevoir que ça m'est réellement arrivé. Et cet homme qui a abusé de moi est encore vivant, donc se pose la question de savoir si je Est-ce vais le que vous voir, s'il avez va avouer, comment il va se comporter si je vais le voir. Donc c'est une déchirure parce que j'ai envie de le confronter parce qu'il est âgé, donc il va peut-être bientôt mourir. Je m'en voudrais terriblement de ne pas aller le voir avant sa mort, mais en même temps, comment je vais faire? Enfin, ces mois-là ont été mais, tellement difficiles. Et j'ai eu la chance de vivre avec une femme absolument extraordinaire qui s'appelle Natacha Calestrémé et qui m'a accompagné tout le long de ces mois-là
avec son amour et avec ses outils thérapeutiques aussi qui ont été très, très puissants. Donc tout ça, je le raconte dans le livre et il y a eu, à la fin de l'écriture, une forme de première étape de franchie, où j'ai mis de la lumière sur ce qui était confus et invisible. Ça ne règle pas comme par magie les problèmes. On n'est pas dans un film de Hollywood ici, on est dans la vraie vie. Et dans la vraie vie, les blessures, il faut parfois du temps pour qu'elles guérissent. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression de savoir pourquoi je traversais certaines choses qui, il y a encore un an, étaient complètement incompréhensibles. Donc ça m'aide à avoir un peu plus de distance, ça m'aide à avoir un peu plus de force et de courage pour y faire face. Ça m'aide à percevoir la lumière au bout du tunnel quand parfois je pouvais être pris par le désespoir. Là maintenant, je sais que c'est dur, mais je sais qu'il y a la lumière au bout. Et en plus, ça t'a permis de guérir une affection physique, c'est-à-dire que tu avais mal au ventre de façon récurrente et assez violente. Et déjà là, tu es libéré de ça pour l'instant, en tout cas, et ça semble être une rémission à long terme. Ce qui fait que quand on va guérir une partie de la psyché, le corps suit. Là, ça, c'est quand même une belle constatation, là. Ouais, ça c'est aussi quelque chose qui m'a vraiment troublé. C'est-à-dire qu'il y a 9 ans de ça, j'ai commencé à déclarer une maladie auto-immune qui était très, très problématique au niveau de l'estomac et et qui s'est manifestée par des crises inflammatoires, 3-4 fois par an, assez longues et j'en comprenais pas l'origine. Je me doutais bien qu'il y avait un message, enfin, je fais partie des gens qui pensent que la maladie est, le moyen que le corps trouve de façon la plus extrême d'exprimer quelque chose. Bien sûr. Parfois, quand Un c'est exprimé, signal. c'est déjà trop tard, mais Ouais. le mécanisme biologique est enclenché. Et en fait, j'ai découvert l'existence d'un chirurgien québécois qui travaille justement, qui est un chirurgien gastrique, enfin viscéral, et qui travaille beaucoup avec des gens qui ont des problématiques similaires à la mienne. Et j'ai découvert dans son livre qu'il a traité des dizaines et dizaines de cas et que pour lui, euh, quasiment toutes les personnes qui souffraient de la même pathologie que moi et d'autres, comme la maladie de Crohn par exemple, ou d'autres types de maladies qui touchent à l'intestin, au côlon, euh, sont des gens qui ont subi des abus sexuels. Si Ouais. j'avais lu ce livre il y a quelques années, Je ne sais pas c'est qui ce médecin-là, de qui tu parles? alors écoute, j'ai plus le nom en tête, Ah, je m'en ben, on va fouiller, excuse. on va le retrouver. Il est cité à la fin du livre, parce que C'est je parfait. cite plusieurs de son livre, ce que les mots du ventre ont à me dire. Il me semble de mémoire que c'est ça le titre. J'ai plus son nom en tête, pardon, mais ce livre était enfin, il est arrivé une fois que j'avais quasiment terminé mon enquête et que j'étais a priori définitivement convaincu que ça m'était réellement arrivé. Mais si j'avais lu ce livre quelques années auparavant, ça m'aurait donné peut-être une piste de recherche beaucoup plus tôt qui m'aurait permis de gagner un peu de temps. Et effectivement, depuis que le livre est terminé, depuis pratiquement un an maintenant que cette histoire a trouvé un premier terme, c'est fini. C'est fini et j'ai plus de crise, c'est plus là. J'ai le sentiment profond que j'ai Wow. mis le doigt sur ce que mon Le corps essayait de bobo. me hurler depuis des années et que, comme je l'ai entendu et vu et compris, le corps n'a plus besoin de le hurler. Ici, on dit j'ai mis le doigt sur le bobo. Alors, effectivement, Voilà. le doigt sur le bobo qui est guéri. C'est fantastique. Écoute, il y a tellement de beaux commentaires. Regarde, Stéphane, je vais t'en mettre quelques-uns. Alors, Armel qui dit bonjour à vous deux, je suis en France, j'ai beaucoup aimé son livre. Par la suite, il y a Sylvie qui dit je viens de le finir, merci sur ce partage essentiel. Après ça, il y a, oh mon Dieu, ils sont tous là. Il y a Jocelyne, Salo Jojo, que je connais, qui dit j'ai lu tous ses livres, je recommande chaudement la lecture. Merci, Alors, merci. et c'est ça tout le long, là, je vais aller faire j'ai pas eu le temps de tout regarder, mais attendez une petite seconde. Là. Ah oui, OK, merci. Joanne qui dit voilà. Et celui-là, ce que les mots de vente disent de notre passé, de Ghislain Devrode. Est-ce que c'est ça? Voilà, merci beaucoup. Merci Merci, beaucoup, Jeanne. Joanne. Excellent. Alors, écoute, c'est. Ben, tiens, on va juste mettre le partage de Micheline qui dit moi aussi, plusieurs guérisons dans mon corps physique suite à mon travail de guérison revenu à la mémoire à 44 ans. Merci de ce partage, Micheline. Alors, voilà, c'est comme ça là, tout le long. Merci pour tous les partages et les beaux commentaires. Attends, je vais te montrer ici. Ah, Céline, ma belle Céline qui dit tout résonne tellement en moi. Merci de ce partage, Céline, qui est une des expertes de ma masterclass, mais qui, je comprends très bien ce qu'elle dit ici. Alors,
Ah, et Lucie qui dit, ça me le prend absolument. Ben voilà. Alors, il y a toute une belle gang de Québécois, Stéphane, qui vont aller te lire. Bah, j'espère qu'on se rencontrera physiquement un jour Ah, j'ai avec tellement hâte vous, que vous tu toutes et vous reviennes. tous. Oui. Alors, et vice-versa, mais merci infiniment parce que c'est vrai, et je le constate parce que, comme je te dis, j'accompagne des gens, c'est vrai que quand on va toucher à ça et qu'on sort de là et on pense de façon peut-être un peu naïve, comme tu me le disais, que tout est guéri, on comprend que souvent c'est le début de la guérison, mais qu'effectivement, ce chemin-là, il est presque excitant à la rigueur à parcourir parce que même s'il peut être encore douloureux par moment, on le sait qu'il y a une espèce de grand bond en avant qui va nous permettre de se reconnaître et de toucher peut-être à notre être véritable aussi, là, à ton âme oubliée. Et s'il y a quelque chose que je peux ajouter qui est important pour moi, c'est que ce cheminement, on peut pas le faire tout seul. Moi, Non. je suis quelqu'un qui a toujours été très solitaire. Les expériences chamaniques que j'ai faites en Amazonie, même s'il y avait un chaman présent, j'étais dans mon monde. Le chaman n'est pas un psychothérapeute, il n'intervient pas. Et je pense avoir perdu, enfin, c'était mon cheminement, j'ai pas perdu du temps, mais j'aurais pu aller plus vite si j'avais accepté de demander de l'aide plus tôt. Et je pense que vers chez vous, en Europe, on a quantité de psychothérapeutes qui sont formés à des techniques magnifiques de psychocorporelle, la respiration Mhm. holotropique ou autres, qui sont capables d'aller travailler en profondeur et de nous accompagner surtout sur ce travail émotionnel. Moi, je pensais, comme sans doute beaucoup d'hommes, un peu bêtement, que je gère, je suis costaud, je compris avec mon mental le problème, donc c'est bon, je vais gérer. Et en fait, je m'aperçois que je- la blessure est tellement profonde que je suis submergé par des émotions, je suis submergé par des choses que je ne peux pas gérer tout seul. Ouais. Et, et en fait, enfin, aujourd'hui, j'accepte la nécessité de travailler avec quelqu'un, de me livrer en confiance à une thérapeute et de cheminer avec son aide pour aller guérir ces blessures d'enfance. Et tu Euh, sais, il y a beaucoup d'outils, entre autres l'hypnose, qui peut fonctionner aussi très bien pour certaines personnes qui n'ont pas à passer nécessairement par le chemin des psychédéliques ou de oh quelques non, bien sûr que autres non. thérapies parallèles. Mais il y a beaucoup de façons. Le EFT, maintenant, il y a tellement de nouvelles techniques qui fonctionnent assez bien, la kiné holistique. Pour les avoir toutes essayées, je peux dire que c'est fantastique, les outils qu'on a aujourd'hui. Alors, merci encore d'avoir écrit ce livre très courageux, mais aussi extrêmement guérisseur pour tout le monde qui a des traumatismes, peu importe que ce soit d'agression. On a tous nos mémoires et nos inscriptions de jeunesse, de naissance, et même qui proviennent d'anciennes vies, si on veut aller jusque-là. Alors, merci de ce courage, merci de ce bel ouvrage, Stéphane, puis j'ai déjà hâte qu'on se retrouve. Bah, moi aussi. Merci beaucoup de ton accueil et bonjour à toutes et à tous au Québec et ailleurs et à très bientôt, j'espère. Merci. Écoute, reste là, je te laisse aller, là, mais je vais juste dire bonjour, puis je te reviens. Merci beaucoup. Alors, merci à vous d'avoir été là. Et là, je vois tous les merci que vous m'envoyez et les beaux messages. Alors, si vous avez aimé cette émission, s'il vous plaît, je vous invite à la partager parce que c'est gratuit, parce que c'est du bénévolat pour moi, puis parce qu'on aime ça, répandre de l'éveil à travers tous ces beaux témoignages-là. Alors, bon week-end à tout le monde et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre Maître à bord. Et j'ai déjà hâte. Bye!